Eh ben, bonjour à tous. Je sais pas trop pourquoi je suis là. En fait, j'étais dans une tombe là à 20 km d'ici, puis on m'a ressuscité. Mais je sais pas qui je suis. Alors ils m'ont dit, tu vas nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Sauf que je me souviens plus de rien. donc ça va être gênant. Donc on va essayer de retrouver ensemble ce qui s'est passé à 20 km d'ici, avant que je sois mort. Enfin, au moment où je suis mort. On va essayer. Alors déjà, attention, hop. Ah, il y a un bonhomme. Ah, oui. Alors voilà. Du coup, comme je savais pas comment m'habiller, j'ai essayé de copier. Voilà. Donc vous voyez, voilà. On va essayer. Hein, bon. Alors, dans ma tombe, il n'y avait pas du tout de bijoux ni de choses comme ça. Donc j'ai pris que des denrées périssables. Alors, en vrai, il paraît qu'à l'époque, c'était en laine. Je vous explique pas déjà comment j'ai chaud. Mais avec de la laine, ça aurait été encore pire. Alors, vous ne saurez pas si j'ai des sous-vêtements ou pas. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Bon, il se peut très bien qu'à un moment, j'enlève la cape parce qu'il fait chaud quand même. Alors, allons-y. Je m'appelle comment ? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Parce que je connais pas du tout la langue de l'époque, je me souviens plus. Seulement, il y a juste un élément, peut-être, ils ont retrouvé, dans ma tombe, ils ont retrouvé des morceaux de bois calcinés, et ils pensaient que c'était un char. Hein, c'est bien ça, Daniel. Ils pensaient que c'était un char, donc peut-être que je m'appelle quelque chose du genre chariot, un truc comme ça. Un truc, je sais pas. Quelque chose, on va essayer. Hein. Alors, dans la langue de l'époque, je sais pas du tout comment ça se prononce. Je suis né j'en sais rien, je ne sais pas comment étaient les calendriers à l'époque, j'en sais rien du tout. Je crois que pour vous, je ne sais pas s'il y avait eu un Jésus-Christ, comme vous appelez ça, ou un machin comme ça, j'en sais rien du tout. Donc, on va essayer de se faire par rapport à votre époque à vous. Alors vous avez classé en moins 900 quelque chose, la fin de l'âge du bronze, vous voyez ? Bon, j'ai pas de bronze sur moi, mais il semblerait que pour vous, c'était la fin de l'âge du bronze. Ok ? Alors, j'habite où ? Je sais rien, je sais pas comment ça s'appelait non plus. C'est un truc, il y a des collines, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs... et puis, il y a une petite rivière, enfin, il y a des trucs comme ça. Pour vous, je crois que ça s'appelle la Bourgogne, c'était à Conqueur, à 5 km de Nuits-Saint-Georges, que vous connaissez bien, je crois. Il paraît que vous buvez beaucoup, vous. Donc, vous devez connaître. Non, pas Aurélien, non, évidemment. Et puis, mon métier, c'est quoi mon métier ? On m'a dit qu'apparemment, je regardais les étoiles. Voilà. Donc, mon métier, c'était sans doute de regarder les étoiles. Apparemment, dans ma tombe, il y avait des signes que je regardais les étoiles. Alors, je suis de l'âge du bronze et je regarde le ciel. Vous voyez arriver les bronzés font du sky. Voilà. C'est nul. Merci. Alors, si je regardais les étoiles, alors on va essayer de regarder ce que je pouvais bien voir à l'époque si je regardais les étoiles. Alors, attendez, je vais sortir de là et puis je vais vous mettre un petit logiciel qu'on connaît bien. Vous voyez, je me mets en moins 900 et j'ai des étoiles. Voilà, j'ai des étoiles. Alors, on les voit pas beaucoup, les étoiles. On les voit un peu. On les voit un peu, on voit des traits, vous voyez. Tu vas où ? Vas-y. Mais il faudra rallumer parce qu'il ne pourra pas filmer après. Ah, ok, mais pour l'instant on est dans la nuit. Ah, on est bien dans la nuit en vrai. Dans la nuit, on est pas mal. Alors, vous voyez, il y a des étoiles. Alors, à toutes les époques, on a relié les étoiles entre elles pour former ce qu'on appelle des constellations, bien joué. Et puis, voilà, je passais mon temps, si vous voulez, je m'asseyais comme ça, puis je regardais ce qui se passait. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on avance le temps ? Oula, attention, voilà. Si on avance le temps, qu'est-ce qui se passe ? Je vois que les étoiles, elles bougent.
Voilà. Voilà comment se passaient mes nuits. Je regardais et il y avait des trucs qui bougeaient. Puis je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, il y a des étoiles là qui se lèvent, qui se couchent. Alors si je prends tout le ciel, vous voyez, les étoiles, elles se lèvent, elles se couchent. Bon, c'est sympa. Et puis, bah tiens, je regardais par exemple l'étoile là qui vient de disparaître, elle se couchait là. Ok. Bon, ben. Et puis de nuit en nuit, qu'est-ce que je m'apercevais? Je m'apercevais que, eh bien, si j'avançais le temps, voilà, l'étoile qui s'était couchée. Alors je reviens un petit peu. Hop, hop, ici. L'étoile, par exemple, celle-là, hein, on va prendre celle-là. Elle se couche, vous voyez, on va regarder vraiment où elle se couche. On va même se donner des points de repère, tiens. On va se donner des points de repère, comme ça, tranquillement. Hop. Ici. On va se donner des points de repère, voilà, sur l'horizon. Vous voyez, ça c'est le point au-dessus de moi, ça c'est l'horizon, tout ça, ok. Et on se donne des points de repère et on va regarder où cette étoile-là va se coucher. Ok. Et on va avancer de minute en minute. Voilà. Hop, où est-ce qu'elle se couche? Alors je l'ai vu se coucher ici. Ok, vous voyez, un peu à gauche de ce trait-là. Bon, très bien. Je me mets, tiens, demain, puis je recule un peu le temps. Je recule d'1 heure. Et je relaisse se coucher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je m'aperçois que, tiens, l'étoile, elle a l'air de se coucher pas très loin. Elle se couche au même endroit. Tiens, c'est bizarre. Bon, allez, je monte carrément d'un mois. Et puis, je recule, je regarde avant. Tiens, je retrouve mon étoile qui est là, et je vais la regarder se coucher. Ok. Je la regarde se coucher. Où est-ce qu'elle va se coucher? Eh bien, vous avez regardé le point de repère. Hein. Moi, je le vois parce que j'ai l'habitude de voir ça toutes les nuits, donc je sais repérer où c'est, et elle se recouche exactement au même endroit. Donc au bout d'un moment, j'ai remarqué que les étoiles, elles se couchent toujours au même endroit. Si on faisait pareil dans l'autre sens, je pourrais remarquer qu'elles se lèvent toujours au même endroit. Je pense que vous savez pourquoi elles se lèvent et elles se couchent au même endroit. C'est pourquoi, à votre avis? Est-ce que c'est les étoiles qui bougent? Oui. Est-ce que c'est les étoiles qui bougent? Non. Vous savez, moi je crois que c'est les étoiles qui bougent, mais vous savez que non. C'est quoi qui bouge? La Terre. C'est la Terre. Ok, la Terre elle bouge. La Terre elle bouge. Elle fait un tour en combien de temps? 24 heures. Ok, très bien. Alors ça dépend par rapport à quoi vous regardez. 23h56, effectivement. Moi, j'avais pas les minutes, hein, mais 23h56 si on regarde par rapport aux étoiles, 24 heures si on regarde par rapport au Soleil. Ok. Donc, effectivement, comme la Terre tourne, on va se mettre à l'époque de maintenant. Hein, on sait que la Terre tourne. On peut matérialiser comme ça. Oh, pardon, j'ai enlevé le mauvais bouton. Et puis j'ai mes 2 lignes là, ce qui m'embête. Voilà. Voilà, je vais enlever celui-là. Voilà, et je remets quand même l'horizon. Voilà. Alors, la Terre, elle tourne. Si on prolonge l'axe des pôles, on tombe sur un point dans le ciel qui s'appelle le pôle nord céleste. On a l'équateur céleste. Là, vous voyez, c'est le système de coordonnées que vous avez avec votre téléphone, là, ce machin-là, qui sont projetés dans le ciel, les longitudes, les latitudes, etc. Donc en fait, comme c'est la Terre qui tourne, si je fais tourner le ciel, si j'avance le temps dans ces coordonnées-là, on voit effectivement que quelque chose qui est sur cette ligne-là, eh bien, il va tout le temps se coucher ici. Donc on comprend bien qu'une étoile, par exemple celle-là, qui est sur cette ligne-là, elle va tout le temps venir se coucher là, et même de l'autre côté, cette étoile qui est là, eh bien, elle va tout le temps se lever ici. Donc une étoile, ça se lève toujours au même endroit, sur un horizon donné, et ça se couche toujours au même endroit. Donc je peux, par exemple, mettre un point de repère à un endroit où il y a un lever d'étoiles, et je peux marquer ce point de repère. On ne sait jamais, ça peut me servir un jour. Et puis tiens, le soleil se lève. Alors est-ce que c'est pareil pour le soleil, à votre avis? Non, pas tellement. Le soleil, effectivement, non. On va le voir se lever ici. En fait, lui,
Si j'avance de... Alors, je vais le figer. On va voir ça. On va revenir un petit peu. Ah, j'ai mes deux lignes en même temps. C'est ça qui est pénible. Hop. Voilà. On va le figer. Et puis, on va avancer de mois en mois. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, par rapport à ces lignes-là, donc là, il va bien se coucher là. Il va se lever ici. Il suffit de suivre la ligne. Et puis, si j'avance de mois en mois, ben, je vois qu'il bouge par rapport à ces lignes. OK? Et il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Il a fallu que je regarde plusieurs années pour comprendre ça. Il monte, il descend. Et puis, ben, il y a un moment où il est au plus haut, là par exemple. Donc, je sais qu'il va se coucher ici. Et je sais qu'il va se lever, alors de l'autre côté là-bas, il va se lever là. Et puis, il y a un moment où il est au plus bas. Hop, j'y vais. Et là, hop, c'était un peu avant. Et là, je sais qu'il va se lever là et il va se coucher là. Bon, évidemment, ça va pas être facile de repérer tous les endroits où le soleil se lève et tous les endroits où il se couche. Mais je peux repérer au moins les endroits où il se lève au minimum, ici, où il se couche au minimum là, et au maximum là-haut. Ok. On sait jamais, ça peut servir. Alors, bon, bah maintenant qu'on a vu ça, je vous propose qu'on sorte de là. Et puis, on reprenne où on en était. Voilà. Tu peux remettre la lumière si tu veux. Hop. Et on en est là. Alors, on va résumer un petit peu tout ça. On peut effectivement faire des alignements sur des levées et des couchers d'étoiles. Une étoile se lève toujours au même endroit. Donc, le cercle que je vous ai montré là, c'est ce qu'on appelle le cercle des déclinaisons. Vous voyez, l'angle que fait, par exemple, cette étoile-là par rapport à ça, eh bien, ça s'appelle la déclinaison, par rapport à ce qu'on appelle l'équateur céleste qui est ici. Et donc, une étoile qui est sur une déclinaison, eh ben, elle va se lever tout le temps là, alors qu'elle va se coucher tout le temps ici. Okay ? Donc, l'endroit où se lève et se couche une étoile dépend complètement de sa déclinaison. Si je connais sa déclinaison, je sais où elle se lève et où elle se couche. C'est l'équivalent de la latitude, en fait. Donc, si je connais sa latitude ou sa déclinaison, c'est bon, je peux savoir où elle se lève, où elle se couche. Je dis ça pour les gens qui sont en train de m'étudier là maintenant, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de ça. Alors, qu'est-ce qu'on repère en fait? On repère que, effectivement, on peut repérer sur une étoile comme ça, on peut repérer l'endroit où elle se lève et où elle se couche avec des pierres un peu levées comme ça. Et qu'est-ce que je vais regarder tout au long de l'année? Eh bien, à un moment, elle va se lever, elle va se coucher, certes, mais je ne le verrai pas parce que ce sera en plein jour. Donc là, c'est le moment où je ne vois pas l'étoile. Et puis, un beau matin, je vais remarquer que l'étoile en question, elle se lève juste avant le soleil. Il y a des gens un peu plus tard qui ont appelé ça le lever héliaque, le lever en même temps que le soleil. Et puis petit à petit, l'étoile, elle va se lever de plus en plus tôt dans la nuit. Donc je la verrai de mieux en mieux jusqu'à ce que je la voie toute la nuit. Puis après, je la verrai que au début de nuit, que le soir. Et là, j'aurai son coucher héliaque, c'est-à-dire le moment où elle se couche en même temps que le soleil. On ne sait jamais, ça peut servir. Donc ça peut servir, vous voyez que ça va arriver en fait tous les ans à peu près à la même époque. Donc c'est là où ça peut être utile. C'est qu'à l'époque, moi j'ai pas comment vous appelez ça, des facteurs qui viennent à toquer à la porte tous les ans et qui vous donnent un petit papier où il y a marqué des dates. Moi j'ai pas ça, donc moi je suis obligé de regarder avec les étoiles. Mais je vais savoir que quand cette étoile-là se lève juste avant le soleil, eh ben on est à un certain moment dans l'année. Et ça peut être intéressant à ce moment-là de planter je ne sais pas quelle graine, d'égorger une jeune vierge, enfin tout ce qu'on veut quoi. Donc, et le coucher héliaque aussi, ça va être un repère dans l'année qui peut être intéressant pour ce que j'ai à faire. Alors, ça c'est bien, mais si vous voulez étudier comment moi je vivais à l'époque, et que vous le faites avec le ciel de maintenant, vous allez tomber sur un os. C'est que l'endroit
Vous voyez, il y a un endroit, je vous ai montré tout à l'heure, où si je prolonge, imaginez, ça c'est la Terre, telle que vous la connaissez vous, ça c'est le pôle nord, ça c'est le pôle sud, si je prolonge, je vais avoir un point dans le ciel que je vais appeler le pôle nord céleste. Il paraît que vous avez une étoile aujourd'hui, là, à cet endroit-là. Comment elle s'appelle? L'étoile polaire, ouais, c'est ça. En fait, cet axe, il tourne parmi les étoiles. Donc moi, il y a 3000 ans, j'avais pas d'étoile à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est un peu l'origine de mon repère, là. C'est l'origine de mon cercle. C'est ce point-là qui bouge parmi les étoiles. Pour vous, là, aujourd'hui, il est sur cette étoile-là. Moi, il n'y était pas du tout. Il était là. Donc, vous voyez que ça va décaler tous les cercles. Et du coup, les endroits, les levées ne vont pas se faire au même endroit. Donc, il faut que je me remette dans le ciel de l'époque pour pouvoir étudier un peu tout ça. Alors, voilà le mouvement que fait le pôle nord céleste en 26 000 ans, hein, c'est plus vieux que moi. En ce moment, on est un peu sur cette étoile-là. Il y a 4800 ans, c'était bien avant moi, on était sur une autre étoile polaire, du coup. Et pour moi, on est à peu près ici, au milieu de rien, en fait. Donc c'est moins pratique, mais voilà, il faut quand même se rendre compte de ça. Voilà donc ce qu'on peut observer avec les étoiles. Donc c'est ce que j'ai mis là, le pôle de la toupie en fait, il n'est pas fixe, il bouge par rapport aux étoiles. Vous voyez, on peut prendre un exemple, l'étoile Capella par exemple qui est ici en 2000, vous voyez qu'elle ne va pas avoir de lever ni de coucher là où on est, ici. Il n'y a pas de lever, pas de coucher, elle va tout le temps tourner dans le ciel. Alors que il y a 2000 ans, l'étoile Capella ici, vous voyez qu'elle va avoir un petit coucher ici, et elle va se relever ici, elle va légèrement passer sous l'horizon. Donc, évidemment, il faut se remettre dans le ciel de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Soleil maintenant? Le Soleil, je vous ai parlé de la déclinaison tout à l'heure. Quand on connaît la déclinaison, on peut tout de suite voir le lever et le coucher d'une étoile. Sauf que la déclinaison du Soleil, elle change. Elle fait un serpent, comme ça. Je crois que vous avez placé une sinusoïde, mais c'est un serpent. Et pourquoi? Parce que en fait, la Terre est inclinée et qu'on ne voit pas toujours le Soleil sous le même angle. Il y a des moments ici où il est sur l'équateur, ça s'appelle des équinoxes, et des moments où il est au plus haut et au plus bas au moment des solstices. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir repérer où se lève le soleil à chaque date de l'année, ce serait un peu pénible. Par contre, vous allez pouvoir repérer ici et là les points extrêmes où se lève et se couche le soleil. Si on se met depuis la Terre, ça donne ça. Ça, c'est moi. J'aurais dû m'habiller en circonstance. Et puis, en été, la saison la plus chaude, vous avez le soleil qui se lève ici entre le nord et l'est et qui va se coucher entre le nord et l'ouest, alors qu'en hiver, vous avez une journée beaucoup plus courte. Le soleil se lève au sud-est et il se couche au sud-ouest. Voilà. Donc ça, effectivement, on peut repérer ces 4 points-là, puis installer des choses pour repérer ces moments-là. Je sais que quand le soleil va s'approcher d'ici, il va faire froid. Quand le lever du soleil va s'approcher de là, il va faire plutôt chaud. Voilà, donc ça peut aider, ça peut servir. Et puis par contre, on pourrait s'imaginer qu'on pointe l'est et l'ouest comme ça, aux équinoxes, mais en fait, s'il y a une difficulté, c'est que, autant ici, vous voyez ma courbe là, ma courbe ici, elle est plate. Ça s'appelle une tangente. C'est un pote qui s'appelle Pythagore qui m'a dit ça, mais beaucoup plus tard. Donc ici, j'ai une courbe plate, ça veut dire que pendant plusieurs jours, le soleil va rester ici. Donc il ne va pas bouger. Donc si je le rate une journée, je pourrais le voir le lendemain. Mais s'il y a des nuages, parce que chez nous, il y a beaucoup de nuages. Et puis pareil ici. Par contre ici, d'une journée à l'autre, il se déplace beaucoup. Donc ça va être très difficile à pointer. Donc autant l'orientation sur les solstices sera sans doute astronomique. On va regarder où se trouve le soleil.
autant l'orientation sur les équinoxes sera sans doute géométrique, c'est-à-dire qu'on prend ces deux points-là, on met le milieu. Puis voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des exemples de tout ça dans le monde? Eh bien, il paraît. Un truc là, un truc loin dans le nord, là-haut, qui s'appelle Stonehenge, qui a été, alors bien avant moi, hein, bien avant que je sois né, 2000 ans avant, où vous voyez, il y a une direction. Alors, on a le plan ici, il y a plein de pierres levées ici, assez impressionnantes, des trucs de plusieurs tonnes. Et puis une direction privilégiée. Apparemment, les gens, ils venaient d'un couloir ici, ils passaient entre deux pierres là, et puis il y avait le soleil qui passait par une espèce de porte de 3 grandes pierres comme ça, vous voyez. Sauf que, si vous remarquez, ça c'est le site aujourd'hui, et ben la porte elle a disparu. Donc vous voyez le site emblématique de l'archéoastronomie repose sur une orientation qui a disparu depuis plusieurs siècles. Faut y réfléchir un peu, parce que en fait, vous allez vous apercevoir que c'est pas gagné d'avance, toutes ces notions d'archéoastronomie. Donc on l'a reconstruit joliment là, hein, par informatique et tout, et on montre des jolis schémas comme ça a l'air tout bien joli, tout clair, mais en vrai, la pierre, elle a disparu. Alors elle a été vaguement relevée en 1900, mais on ne sait pas exactement comment, donc c'est assez difficile de se dire avec certitude, oui, ils ont voulu faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Newgrange, encore plus vieux. Là, vous avez une entrée et puis une fenêtre un peu au-dessus, et en fait, vous avez le soleil qui passe par cette fenêtre et qui va juste au fond, jusqu'au fond du couloir, éclairer le bout d'une salle qui est là, tout au fond. Donc voilà, c'est assez chouette. Donc vous voyez qu'on oriente bien sur le soleil. En Allemagne aussi, vous avez, alors ça c'est encore plus vieux et du coup c'était pas construit en pierre, c'était construit en bois. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui c'est des trous de poteaux. Et on a retrouvé des palissades comme ça, enfin des trous de poteaux pour la palissade. Et puis on a vu qu'il y avait 3 ouvertures. Donc une qui semble être vers le nord, et puis 2 comme ça qui sont vers le lever du soleil au solstice d'hiver et le lever du soleil au solstice d'été. Voilà. Et puis partout dans le monde, vous voyez, il y en a un certain nombre, un peu sur tous les continents. Je sais qu'il y en a en Australie aussi, mais ils ne les ont pas mis là. Mais il y en a partout. Et puis vous voyez qu'on a un biais quand même dans ce genre de choses, c'est que on trouve des choses surtout là où il y a des gens pour fouiller. Donc plutôt en Europe, un petit peu aux États-Unis, mais plutôt vraiment là, un peu ici en Chine, là vers la vallée du Nil évidemment. Donc voilà. Alors. C'est des gens que vous ne connaissiez pas qui faisaient la même chose alors? Non, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Ah oui. Et puis, un jour, il y a des... D'ailleurs, nous, on n'est pas dessus, là. On n'est même pas dessus, nous. C'est une erreur. Alors, un jour, il y a des gens qui m'ont fait revenir, là, qui se sont dit, tiens, nous, on a trouvé un truc en Bourgogne. Alors, ils ont regardé un ouvrage qui s'appelle « La carte archéologique de la Gaule », où il y avait un schéma, comme ça. Donc, c'est un schéma d'une tombe. Donc il y a une cruche ici, et puis il y a un tas de cendres en dessous. Donc il y avait les cendres d'un défunt qui étaient là, puis des morceaux de bois autour. Et puis en fait, ce qui a attiré l'œil, c'est que les archéologues qui ont fouillé ce site dans les années 1970, eh bien, avaient mis eux-mêmes une couleur différente pour ces 2 pierres-là qui semblent être diamétralement opposées par rapport à l'urne qui elle-même semble constituer le centre mathématique de l'ensemble. Je crois que j'ai un petit problème de batterie de mon pointeur, donc je vais essayer de le changer. La technologie moderne, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, les gens qui ont fouillé, il y a quelqu'un qui est parmi nous, Daniel,
qu'on remerciera jamais assez. Oui, on peut applaudir Daniel. Daniel et son époux à l'époque, Roger, qui avait remarqué, donc c'est grâce à vous quand même, que si vous n'aviez pas mis ça en couleur, je serais passé à côté sans le voir. Et ils ont mentionné ces deux pierres diamétralement opposées en se disant, tiens, c'est intéressant, dans les deux, il y a une pierre qui est une pierre pointue. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Je le fais en direct, tu vois. Hop, facile. J'espère que ça marche. Une pierre pointue ici. Ah, c'est mieux, hein. et une pierre percée ici. Vous voyez, il y a un trou là. Alors, Roger et Daniel, c'est Roger et Daniel. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, une pierre pointue, une pierre percée. Vous voyez venir le... Ils ont pensé à des symboles sexuels. C'est Roger et Daniel. Alors nous, par contre, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, alors j'ai pas laissé l'orientation nord, mais le nord est vers le haut. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette ligne-là, si on passe par le centre, effectivement, eh bien, on a l'impression de se retrouver vers le sud-est, là où il y a le lever du soleil au solstice d'hiver. Donc, tiens, c'est intéressant. On va regarder si nous aussi, on aurait des choses comme en Angleterre, là-bas, comme en Allemagne, ou comme partout dans le monde. Pourquoi pas? Après tout, ça peut être intéressant. Alors, on est allé montrer ça aux archéologues, et ils nous ont dit, mais ça va pas, non, mais n'importe quoi. Et effectivement, ils se sont dit, oui, vous allez encore nous embêter avec, comment ça s'appelle là, l'archéoastronomie, mais c'est n'importe quoi, tout ça, ça n'existe pas et tout. Bon, ok. Bon, alors on a essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi ils nous disaient ça. Donc on va parler un petit peu d'archéoastronomie. Qu'est-ce que c'est que l'archéoastronomie et pourquoi c'est pas bien vu par les archéologues. En vrai, ils n'ont pas tort. L'archéoastronomie, une parole d'un peut-être le plus grand nom de l'archéoastronomie aujourd'hui. L'archéoastronomie se définit comme l'étude des connaissances, des croyances et des pratiques relatives au ciel dans le passé. Vous avez des civilisations dans le passé, comment est-ce qu'elles regardaient le ciel, comment est-ce qu'elles l'utilisaient. Et est-ce qu'elles l'utilisaient déjà? Est-ce qu'elles avaient des croyances? Est-ce qu'elles avaient des cultes? Des choses comme ça. Alors en fait, il y a deux grands champs d'études. Nous, on va surtout parler des orientations, comme à Stonehenge, encore une fois. Là, j'ai remis un plan. Vous avez le couloir ici et le rayon du soleil. En fait, c'est le coucher du soleil au solstice d'hiver qui se couche par ici. Et donc, vous voyez sa lumière traverser. Puis, on peut s'imaginer qu'il y avait une procession et les gens venaient vers le coucher du soleil au solstice d'hiver. Et puis, on a aussi des études sur des symboles. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un char du soleil. Ça transporte le soleil dans le ciel. Et ça fait miroir, ça fait écho à la manière dont les gens voyaient l'univers à l'époque. Pourquoi le soleil se déplaçait dans le ciel? Là, il était tiré par un char avec un cheval. Voilà. Donc, c'est intéressant à étudier. Nous, on va plutôt parler aujourd'hui d'orientation. Parce qu'à Conquer, évidemment, on s'est demandé si c'était orienté ou pas. Alors, un petit peu d'histoire vraiment rapide pour dire que on peut dire que l'archéoastronomie commence avec lui, un Anglais, Norman Lockyer, qui est connu pour plein de choses en sciences, dont il a fondé la revue Nature, par exemple. Mais il a commencé, ça a été un des premiers à dire qu'il y avait sûrement des orientations et des choses comme ça. Sauf que la manière dont il le dit, c'est en gros, je vais vous apprendre la vie, vous pauvres petits archéologues qui n'avez rien compris. Moi, je sais comment ça se passe. Je suis en contact direct avec l'univers et je peux vous expliquer comment ça se passe. Donc, remballez votre ruelle, je vais vous expliquer la vie. Donc, ça s'est pas bien passé, évidemment. En France, vous avez ces deux personnages-là qui se sont un peu tirés la bourre. Vous avez un érudit local et un archéologue reconnu qui vont beaucoup travailler sur les mégalithes bretons et vendéens d'ailleurs, et ils se font la guerre en fait. Et lui, il est pas mal reconnu, mais après,
ces hypothèses astronomiques vont rapidement aller vers du délire incroyable. C'est assez terrible. Voilà. Il finit, voilà, il met un petit peu ce qui lui passe par la tête et il voit des rapports avec l'astronomie partout, mais avec des trucs complètement impossibles, quoi. Lui a essayé d'avoir une méthodologie, sauf que lui a eu plus de renommée, donc ses travaux à lui sont passés un petit peu à la trappe. Après, vous allez avoir les nazis qui vont s'emparer de ça pour essayer de montrer que la race aryenne était plus grande que les autres. Voilà. Donc ça a plombé un petit peu aussi l'image de l'archéoastronomie dans le monde, surtout en Allemagne. Et puis, vous commencez à avoir des histoires que c'est pas possible que ces gens-là, dans l'ancien temps, faisaient des choses aussi merveilleuses, donc ils ont été aidés par des forces extérieures, donc des extraterrestres. Donc, vous voyez, ça date d'assez longtemps. Hein. Dans les années 50, on commence à parler des alien théories. Et puis, on arrive à l'ère de l'ordinateur, où vous avez des gens comme Gerald Dawkins qui travaillent beaucoup sur les orientations, mais avec une approche mathématique, en se disant, voilà, on va étudier mathématiquement tout ça, et en disant, voilà, à Stonehenge, c'est bien orienté sur tel truc, tel truc, tel truc. Il compare Stonehenge à un ordinateur. On en parlait hier des ordinateurs, hein, on a beaucoup tendance à parler d'ordinateurs. Vous voyez que c'est l'avènement de l'informatique et presque en miroir de tout ça, on voit des connaissances presque algorithmiques chez les gens de l'ancien temps, quoi. Et puis il y aura des débats avec des astrophysiciens, même Fred Hoyle, il y a Alexander Thom qui va faire plein de trucs. Mais alors voilà, vous voyez, c'est des gens, des techniciens, des ingénieurs, souvent pas des archéologues. Donc ça va être le principal problème, c'est que ces gens-là vont raisonner vraiment sur des chiffres et pas sur vraiment comment les choses se passent sur le terrain. Et c'est ça qui va un petit peu mettre du plomb dans l'aile à la discipline. Plus tard, on a Clive Ruggles et l'archéoastronomie commence à se structurer avec une association, l'European Society for Astronomy and Culture, qui va avoir, alors ça c'est européen et ça va être mondial. Et puis on verra plus tard avec l'UNESCO qu'il y a des choses aujourd'hui qui se font. Alors le truc c'est que quand on regarde les travaux de tous ces gens-là, il y a beaucoup d'entre-soi en fait, où des gens se congratulent de leur découverte mutuelle, mais sans vraiment de méthodologie. C'est-à-dire que c'est un petit peu au doigt mouillé. C'est « Ah ouais, ça doit être orienté. Oh, c'est à 5 degrés, c'est pas grave, ça passe. » Donc voilà, quand on se penche un petit peu sur ces travaux-là, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose pour que les archéologues acceptent vraiment ça. Il manque quelque chose tout simplement pour que ce soit scientifique, en fait. Alors, donc c'est ce que je disais, on a des astronomes, des ingénieurs, des érudits, mais sans repère archéologique la plupart du temps. On a parfois des archéologues, mais qui n'ont pas de compétences astronomiques. En fait, les gens ne travaillent pas ensemble, et c'est ça qui est dommageable. Parce qu'un astrophysicien, souvent, vous voyez un archéologue qui prend la caution d'un astrophysicien, mais un astrophysicien, c'est pas un astronome. Un astrophysicien, il s'occupe pas de regarder où se lèvent ou où se couchent les étoiles. Lui, il étudie la physique des étoiles, la physique de plein de choses, des nuages d'hydrogène dans le milieu interstellaire, mais il ne regarde pas où se lèvent et où se couchent les étoiles. Quand on invite, nous, dans nos conférences, des astrophysiciens, souvent, ils étudient quelque chose, ils ne savent même pas où ça se trouve dans le ciel, en fait. Ils étudient une galaxie, mais ils ne savent pas où elle est dans le ciel. Donc, voilà, on ne peut pas prendre un astrophysicien pour faire une étude archéoastronomique, ce n'est pas sa compétence. Alors, du coup, eh bien... Ouais, c'est beau. Du coup, eh bien, on a décidé de ne pas faire comme les autres. À la SAB, on a décidé de faire de l'archéoastronomie, mais de manière scientifique, pluridisciplinaire et participative. Voilà, ça c'est notre grand projet à nous. Donc tous les lundis soirs, on se réunit par Zoom, vous voyez, on est là, on est beau, hein. Vincent qui dort à moitié là.
On ne te voit pas beaucoup. Et puis, ben, justement, est-ce que c'est une science, l'archéoastronomie? Eh bien, c'est un peu ce que je disais. Par exemple, là, on a quelqu'un qui... c'est le plus grand tumulus d'Europe, au Magdalenenberg en Allemagne. Donc, il y a 129 tombes là-dedans. Et l'archéologue qui a fouillé tout ça se dit que les tombes dessinent des constellations. Alors, je pense qu'il ne faut pas faire beaucoup d'astronomie pour s'apercevoir que la Grande Ourse, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si vous voyez, normalement, la casserole, l'anse de la casserole, il y a 3 étoiles. Là, il n'y en a qu'une. Normalement, il y a 4 étoiles dans le récipient. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, puis tiens, il y a une double ici. Alors, les doubles, les tombes doubles, d'après eux, c'est censé être là où il y a des étoiles beaucoup plus brillantes. Non, là, il n'y en a pas. Donc, puis bon, je ne sais pas, un dauphin qui est aussi grand que le cygne, c'est assez étonnant. Une Cassiopée, là, vous voyez la tête du W, c'est assez miraculeux. Donc vous voyez, on a l'impression que, voilà, on a dessiné ça un peu n'importe comment en essayant de voir vraiment, de vouloir voir des constellations, quoi. Le pire, c'est que ça passe sur le site du Magdalenenberg. Les gens vous font visiter en vous disant absolument que les tombes dessinent des constellations. Donc, oui. C'est le Magdalenenberg. Je vais le remettre un peu plus tard. Je crois qu'il apparaît plus tard. Donc voilà, le problème, c'est quand un archéologue fait un truc sans connaître l'astronomie, parce que là, on s'aperçoit, un enfant de 5 ans pourrait remarquer que ce n'est pas les constellations qu'on connaît, quoi. Et puis, de l'autre côté, quand des gens font... quand c'est des astronomes, et... Des astronomes... Non, là, c'est les archéologues, et qui ne font pas d'astronomie. Là, c'est les astronomes, mais qui ne font pas d'archéologie. Voilà. Il y a souvent un problème de source archéologique et de méthode terrain, en fait, pour la mesure des orientations. Par exemple, ça, c'est... j'aime beaucoup cette image, mais elle est catastrophique. C'est le protocole de mesure d'un article qui est paru dans une revue à comité de lecture, dans une revue archéologique. Mais donc, la personne ici, voilà, elle montre comment elle prend ses mesures. Elle est debout, il n'y a pas de pied, elle a une boussole à la main, un clinomètre, et puis voilà, ça se passe comme ça. Donc ça, évidemment, ça fait hurler. Voilà, on ne peut pas avoir une précision quand on fait les choses à la main comme ça. Mais ça passe, hein, ça passe dans une revue à comité de lecture. Comme les gens qui sont dans le comité de lecture ne sont pas astronomes, ils passent un peu ça. Voilà, ils ne se disent pas compétents, donc ils laissent passer tout ça. Mais ça pose un problème. Donc, l'idée, c'est, aujourd'hui, l'archéoastronomie n'a pas de crédibilité scientifique, donc il faut faire en sorte qu'elle en ait une. Donc nous, on a voulu en faire aussi une science participative et pluridisciplinaire. Science participative, c'est quand des amateurs collaborent avec des professionnels. Eh bien, à la SAB, on a un groupe, le groupe Investigation, ceux que vous voyez tout à l'heure en visio, là, qui se réunissent tous les lundis, qui sont des astronomes amateurs. Et puis, on a une équipe d'archéologues qui nous suit, qui viennent de BIBRAC, qui viennent du service régional d'archéologie, qui viennent du labo d'histoire et d'archéologie de l'Université de Bourgogne. Donc, nous, on travaille sur des sujets. On est un peu les petites mains, vous voyez, les bénévoles, les esclaves. Il y avait ça aussi à mon époque. Et puis, on montre nos travaux aux archéologues qui nous disent souvent « ça va pas, faut refaire des trucs ». Et puis, mais on est quand même très résilient en fait. On reprend notre copie et puis on essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire et puis pour arriver à des choses qui rentrent dans leurs critères d'archéologue et qui montrent des choses, quoi. Alors, ces gens-là, justement, c'est les mêmes qui, au départ, quand on leur a montré le site de Conquer, ont dit « non, mais n'importe quoi, l'archéoastronomie, les gens disent n'importe quoi en archéoastronomie ». Mais ils avaient quand même une idée derrière la tête, c'est qu'ils disent
Par contre, écoutez, on sait que vous, à la SAP, vous êtes des gars sérieux. Et il se trouve qu'on a régulièrement des gens qui nous envoient des publications. Ils parlent d'astronomie, ils disent que tel machin est orienté sur je sais pas quoi, sur des trucs lunaires ou je sais pas quoi. Et nous, on n'y connaît rien. On ne sait pas du tout évaluer ce genre de publications. Et ce qu'on aimerait bien, c'est vous les refiler et que vous regardiez si, d'un point de vue astronomique, ça tient la route. Donc du coup, ils ont un petit peu envoyé balader notre site chéri de Conquer et ils nous ont donné du boulot. Et sur leur conseil, on a ouvert ce qu'on appelle un carnet de recherche. Vous voyez, vous avez une adresse ici si vous voulez aller voir les publications qu'on a déjà faites. Donc ils nous donnent des sujets et des publications souvent, on les critique, on dit ce qu'on en pense, on dit si ça tient la route ou pas, et on analyse finement, et on en sort un article qu'on leur fait relire, et on le publie. Alors c'est un petit peu, c'est un peu notre comité de lecture à nous, en fait. Voilà. Donc, je vais passer rapidement sur le genre de travaux qu'on a fait, mais par exemple, alors vous allez voir que c'est très bourguignon quand même, le bassin de Bibracte, où les découvreurs disaient que le petit axe, donc il a une forme un peu, ces deux cercles joints, deux arcs de cercle, le petit axe était orienté sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Bon, ils ont vu, vous voyez, c'est numérique, c'est un réflexe. On voit un chiffre, on se dit « Ah ouais, mais ça, c'est l'orientation du soleil au solstice d'hiver. » Sauf que, de ce côté-là, vers le sud-est, il y avait une colline. Dommage. Et donc, en fait, alors que, selon leurs calculs, ils devaient se lever ici, en fait, ils se levaient sur la colline ici, donc on n'était pas du tout... c'était pas du tout la bonne direction, en fait. Voilà. On avait 10 degrés d'écart, quand même, c'est pas rien. Donc voilà, on a pris 4 articles qui parlaient de ça, puis on les a analysés, et on a fait un article. Alors, un livre qui prétend que la bataille d'Alésia a été perdue par Vercingétorix, parce que c'était un gros barbare superstitieux, et qu'il y a eu une éclipse au même moment. Alors, il y a bien eu une éclipse dans la nuit du 25 au 26 septembre en 52 avant Jésus-Christ, mais ils ont pris pour la datation une datation qui a été faite par quelqu'un de réputé dans le monde de l'histoire et de l'archéologie, Camille Jullian. Mais nous, on est allé voir comment Camille Jullian, il y a un siècle, avait établi la date du 25 au 26 septembre en moins 52. En fait, il repose sur 3 mots de la guerre des Gaules. Un bout de phrase où Jules César dit qu'il envoie ses troupes sur l'arrière-garde des Gaulois parce qu'il commence à défaillir et qu'il veut les achever. Et il les envoie après le milieu de la nuit. Voilà, les 3 mots, c'est ça. Après le milieu de la nuit. De là, Camille Jullian se dit « il devait avoir forcément besoin de la lune. » Donc, c'était forcément une pleine lune. Vous voyez déjà le saut. Et puis, il a le choix après entre la pleine lune de août, alors qu'une semaine avant, une semaine après, autour de la pleine lune, vous voyez quand même vous voyez clair. Si tant est qu'ils aient vraiment eu besoin de la lune. Et tout ça, il n'y a pas de discussion là-dessus dans leur ouvrage, en fait. Et puis, ils ont le choix entre la pleine lune de août, septembre ou octobre. Ils choisissent celle de septembre, parce que ça les arrange bien. Mais après, il reste, vous voyez, c'est là où c'est compliqué. Quand il y a une chose qui est établie par quelqu'un de réputé, on ne remet pas en cause, alors qu'il faut aller réinterroger toujours la source, d'où vient cette datation. Et des travaux plus récents montraient que la bataille avait plutôt eu lieu en octobre. Donc en fait, il y a bien une éclipse dans la nuit du 25 au 26 septembre, mais certainement pas de bataille. Dommage. Et donc, on a publié ça, et puis un des auteurs a vu ce qu'on avait fait, et il est très en colère, je vous assure. Il est très, très en colère. On essaie de lui expliquer gentiment, mais ça devient vite agressif quand même. Vous vous rendez compte, c'est ça aussi. C'est des amateurs, des gens qui ne sont pas le métier, qui ont l'impression de faire une découverte. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un la découverte à laquelle il croyait. Imaginez si on me disait qu'à Conquer, il n'y avait rien.
Bon, je serais peut-être pas agressif quand même, c'est pas trop ma nature. Mais alors, et puis le truc de tout à l'heure où les gens pensaient, les gens qui ont écrit ça sont des Espagnols qui sont venus faire des mesures à Bibracte. Ils pensaient que Bibracte, qui est une ville gauloise, était orientée, avait des murs, enfin des orientations. C'est même pas des murs, des fois c'est 3 trous de poteaux qui sont même pas alignés et il faut une orientation. Avait des orientations sur le lever du soleil au moment des fêtes gauloises, alors que à Autun, c'était plutôt sur une trame qui respectait les solstices et les équinoxes. Sauf que là, vous voyez leur protocole de mesure. Les archéologues avaient fait des mesures eux-mêmes sur le terrain. Quand ça ne correspondait pas avec leurs mesures, ils prenaient la leur parce que ça les arrangeait. Et nous, on a montré qu'avec les mêmes outils qu'eux, on avait des valeurs différentes. Donc tout ça ne tenait pas la route. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça nous a permis de se dire, effectivement, il faut faire gaffe quand on se lance là-dedans, parce qu'on peut facilement ne pas être rigoureux et se laisser emporter par un enthousiasme et oublier de vérifier. Ou de faire des choses un peu à la louche en voulant exactement, en voulant voir ce qu'on a envie, quoi. Donc, nous, on a mis en place des critères pour essayer d'avoir une discussion posée là-dessus et pas du juger, pas de l'agressivité. Donc, on a essayé d'établir des critères en fonction de toutes ces difficultés qu'on a rencontrées, toutes ces approximations. On a essayé de mettre là-dedans un peu de science. Le premier critère, on l'appelait le critère du jeu de quilles. Pourquoi le critère du jeu de quilles ? En fait, on est parti d'une question toute bête des archéologues qui se sont dit, mais finalement, alors c'est une question naïve, une question typique d'archéologue, mais du coup, c'est très bien les questions naïves parce que ça remet un peu les choses en place. Ils nous ont dit, mais finalement, quand vous pointez dans une direction, est-ce que vous n'avez pas 100% de chance de tomber sur une étoile ? Parce que des étoiles, il y en a partout. C'est pas une question idiote du tout. Et nous, on s'est dit, en fait, c'est un jeu de quilles. Vous voyez ? J'ai des quilles. Oui, j'ai amené un jeu de quilles. À l'époque, on jouait aussi à l'âge du bronze, il n'y a pas de raison. Voilà. J'ai imaginé, je pointe, je trouve une orientation sur un site et je trouve que ça tombe sur une étoile. Comment est-ce que je peux être sûr qu'ils l'ont fait exprès ? Ou est-ce que ce n'était pas un coup de bol ? Eh bien, la notion du coup de bol, c'est ce qu'on a dans le jeu. C'est-à-dire que si je prends une boule et que je lance sur des quilles, je vais en faire tomber, soit parce que j'ai un coup de bol, soit parce que j'ai du talent. Alors, mon coup de bol, il dépend de quoi ? Vous vous rendez bien compte que c'est plus difficile si on me donne une petite bille comme ça. Alors que si je prends une grosse bille comme ça, j'ai beaucoup de chances d'en faire tomber. Si je prends une petite bille, j'aurai pas beaucoup de chances d'en faire tomber. Il faut vraiment que j'ai du talent pour en faire tomber une. Et puis, l'autre critère, c'est que si les billes sont comme ça, même si j'ai une petite bille, allez, si c'est comme ça, là, j'en ai fait tomber une. Mais je suis pas bon, je vous assure. Ça dépend aussi, quelque part, de l'espacement. Si mes quilles, elles sont comme ça, je vais avoir beaucoup moins de chances d'en toucher. Ces deux paramètres, la largeur de la boule et l'espacement, on le retrouve dans notre critère du jeu de quilles, comme la largeur de la boule, ça va être l'incertitude avec laquelle on a fait notre mesure. Si on a une incertitude de 5 degrés sur nos mesures, évidemment qu'on va tomber sur des étoiles. Si on a une incertitude d'un demi-degré, on a beaucoup moins de chances de tomber sur une étoile. Le deuxième critère, c'est les étoiles elles-mêmes. C'est-à-dire, si vous avez des étoiles très brillantes, vous n'en avez pas beaucoup dans le ciel. Donc elles sont espacées. Si vous trouvez que vous êtes tombé sur une étoile très brillante, c'est qu'a priori, vous l'avez voulu. Pas que c'est du hasard. Donc l'espacement des quilles, c'est quelque part la luminosité des étoiles. Si vous avez trouvé une petite étoile, vous en avez plein. Donc vous aurez plein de quilles resserrées en fait. Si vous avez tombé sur une étoile très brillante, vous avez moins de place laissée au hasard. Donc c'est comme si vous étiez très espacé.
Alors voilà, donc ça a été un article aussi. Et on l'a appliqué justement au bassin de Bibracte parce que il y avait aussi dans les théories l'idée que le grand axe cette fois était sur l'étoile Castor. Alors on a pris toutes les incertitudes des différents auteurs et puis on a fait une incertitude moyenne. Effectivement, dans l'incertitude moyenne, Castor tombe dedans. Et on a calculé le critère du jeu de quilles. C'était, il y avait une chance sur 6 qu'on tombe sur une étoile comme Castor. Donc, bon, après, évaluer si c'est bien ou pas, quand on a un chiffre comme ça, c'est pas du 5 sigma en tout cas. Mais, et puis, ben, en fait, par contre, quand on prend la mesure de référence, celle qui est la plus précise, ben, en fait, Castor tombe pas dedans. Donc voilà. C'est un peu dommage. Donc voilà, vous voyez que ce genre de critères, ça permet de définir si on est d'un côté ou de l'autre de la bascule, quoi. Alors, voilà, en fait, comment ça se passe ? Je vous montre exactement le calcul, en fait. Là, on a pris, donc c'est toujours nos déclinaisons de tout à l'heure, qui vont entre moins 90 si vous êtes au pôle sud, et 90 si vous êtes au pôle nord céleste. Seulement, quand vous êtes quelque part sur Terre, sauf si vous êtes à l'équateur, mais chez nous, vous avez des déclinaisons où les étoiles ne vont pas se coucher et pas se lever, et d'autres où elles vont avoir un lever et un coucher. Donc ça, c'est ce qu'il y a entre ces deux pointillés-là. Donc tout ce qui est à l'intérieur, ces déclinaisons-là ont un lever et un coucher. Et puis, on a regardé. Alors, on a pris cet intervalle-là et on a pris notre incertitude de mesure. Là, on a pris un exemple, par exemple, avec 1 degré. Imaginez, vous avez 1 degré d'incertitude. Et bien, vous divisez tout ça en créneaux de 1 degré. Et puis, vous regardez avec les catalogues, dans quel créneau on a des étoiles. Vous voyez, ça commence à ressembler à des quilles. Et puis, dire que vous avez une étoile, alors évidemment c'est des étoiles par exemple, c'est-à-dire que vous avez fait une orientation sur un site, vous avez trouvé une étoile de telle luminosité et on va prendre toutes les étoiles qui ont une luminosité supérieure ou égale à celle-là. Donc on remplit nos cases et puis finalement notre critère, ça va être quoi ? Ça va être le nombre de créneaux occupés par une étoile sur le nombre de créneaux total entre ces deux trucs-là. En fait c'est assez simple. Et de là, on définit notre critère. Voilà, si on lance un truc, ben, on a une chance sur ça de tomber, on a ça de probabilité de tomber sur un créneau où il y a une étoile. Voilà, je vous donne le calcul parce que pour après, ça peut aider. Bon, puis après, on a un petit peu voir ce que ça donnait, l'influence justement de la magnitude, c'est-à-dire la luminosité, l'influence de l'incertitude. Vous voyez qu'à 5 degrés et des étoiles faibles, bah, vous êtes à 100% de chance de tomber sur une étoile, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, ça permet une discussion plutôt intéressante. Le Soleil, c'est pareil. On s'interroge beaucoup sur ce qu'on lit et on se dit, mais les gens nous disent à Stonehenge ou à Gavrinis en Bretagne, oui, le Soleil arrive dans une ouverture au moment du solstice d'hiver. Il est aligné sur le lever du Soleil ou le coucher du Soleil au solstice d'hiver. Ok, mais vous vous souvenez qu'ici, on a plusieurs jours où c'est valable. Donc quand on nous disait, ça permet de caler une date, moyennement. Parce qu'en vrai, le Soleil, il reste 16 jours. Vous voyez, le Soleil, il a une dimension. Il fait 1,5 degré. Et en fait, si vous faites une ouverture, si vous mettez un point à l'endroit où il est en déclinaison au moment du solstice d'hiver, eh bien, il va éclairer ce point, il va passer dans cette ouverture pendant 16 jours de suite. Donc vous ne calez pas une date avec ça, vous calez une quinzaine. Mais... Donc en fait, on a réfléchi sur qu'est-ce que ça voulait dire exactement d'orienter sur le Soleil en fait. Alors que le Soleil a une dimension et que ça ne peut pas être si précis que ça.
Eh bien, alors on a pas mal de cas, hein. On a parlé tout à l'heure de Newgrange. Je suis tombé sur un truc qu'il faudra qu'on regarde, les amis. Gavrinis, il y a des gens qui ont fait des calculs et tout. Ça a l'air assez sympa. Et puis la table des marchands aussi en Bretagne. Et donc, ils nous disent avec les calculs que ça marche. Et du coup, nous, on a voulu réfléchir à cette idée d'ouverture. On a traduit l'ouverture en déclinaison. Vous avez une ouverture. Ça tombe bien sur Conquer. Vous vous souvenez qu'on a une pierre percée. Donc, on pourra aussi mesurer une ouverture. On a une ouverture. L'idée, c'est de savoir pendant combien de temps le Soleil va être dans cette ouverture. Est-ce que c'est les 16 jours réglementaires ou est-ce que c'est 2 mois? Si c'est 2 mois, est-ce que c'est significatif? Et puis, est-ce que cette ouverture, elle est centrée par rapport à la position du Soleil au solstice d'hiver? Ces deux. Alors, on est encore en train de réfléchir sur ce critère. Il y a peut-être d'autres choses qui seront intégrées dans ce critère. Mais pour l'instant, on a mis ces deux choses-là. Et puis, vous voyez, on l'a appelé le critère du jeu de fléchettes. On aime bien les jeux. Parce que là, vous avez les déclinaisons ici. Mais c'est les fléchettes, vous voyez, c'est comme pour les enfants avec une boule qui serait la taille d'un soleil, qu'on scratche comme ça sur une cible. Et en fait, en vert, là, c'est le nombre de jours, l'ouverture, la taille de l'ouverture en déclinaison. Vous voyez, ça, c'est une ligne des déclinaisons, la position du soleil au solstice d'hiver, par exemple, et l'ouverture en déclinaison. Donc, plus c'est resserré, plus ça va matcher avec le soleil. Par contre, si c'est large, si l'ouverture est très large par rapport au soleil, ça va rester longtemps en fait dans l'ouverture. Donc on ne va pas déterminer un solstice avec ça. Et puis la manière dont c'est centré par rapport à la position du soleil. Donc on a 2 critères en un là-dedans et on les multiplie et voilà. Un troisième critère, le critère du jeu de domino, parce qu'on aime bien. Quand on a vu ce qui se faisait au Magdalenenberg, on s'est dit, mais comment on va pouvoir écrire un article sans se fâcher, sans dire que c'est complètement débile, en gardant, oui, j'ai pas le droit, en gardant une prestance scientifique, avec des arguments et tout. On s'est dit, du coup, autant faire un critère. Et alors, on l'a appelé le critère du jeu de domino, parce que, en fait, c'est la même idée que, vous voyez, le jeu de domino, en fait, vous avez une forme de point, et vous essayez de faire matcher la même forme de point en face. C'est ça qu'on veut faire, en fait. Vous avez des points, et le vrai ciel, la vraie constellation, vous essayez de faire matcher les deux. À quel pourcentage ça matche bien? Dans la distance entre les étoiles, dans les angles entre les traits, dans tout un tas de choses comme ça. Et donc, on est en train de travailler sur ce critère du jeu de domino, qui est un développement informatique un peu plus compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose de bien là-dessus. Donc, vous voyez qu'après avoir travaillé sur des articles, on s'est dit qu'il fallait qu'on construise des outils, des critères pour les archéologues, qui peuvent aider les archéologues, quand ils sont face à un truc comme ça, à se débrouiller, en fait. Et puis, on imagine à un moment peut-être leur développer des tutoriels, peut-être faire des formations. Donc, on veut vraiment faire quelque chose qui serve aux archéologues, quoi. Voilà. Alors, du coup, on en était resté. Ça va, je suis large. J'en ai pour 3 heures encore. 20 minutes. Alors, il se trouve que à la Société astronomique de Bourgogne, on est un petit peu têtu. Quand on nous jette par la porte, on revient par la fenêtre, nous. Et 2 fois plus nombreux, en plus. Donc, revenons sur notre site de Conquer. Vous vous souvenez, on avait présenté, on avait émis l'idée qu'il y avait un alignement au solstice d'hiver. Et puis, les archéologues nous ont confié d'autres missions, mais on avait quand même ça dans un coin de la tête. Et puis, on a regardé d'un peu plus près. Alors, voilà, il a été fouillé par Daniel et Roger en 1977. Il y en avait un autre par-dessus. On a retrouvé une photo aérienne, vous voyez, il est là. On a
petite cabane qui existe toujours, enfin qui a été sûrement refaite ici. On a un pylône ici. Il y avait un bâtiment ici avant, là il n'y est plus. Il y a une route là maintenant, là et là, il y a des routes. Ah, il y a déjà une route d'ailleurs. Et donc ça ressemble à ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai montré au début. En fait, il y a un cercle de pierres, vous voyez, c'est des pierres qui sont à la verticale de 60 cm de haut, comme ça. Il y a un cercle de pierres continues, puis des espèces de dalles ici à l'intérieur. Et voilà. Et il y avait un autre tumulus par-dessus. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire qu'il y en avait un par-dessus. En fait, il y avait une motte de pierre, hein, qui a été fouillée, qui datait de moins 500. Il y avait un squelette dedans. Et puis, celui auquel on s'intéresse, il est en dessous. Donc, a priori, il a été protégé. Donc on part de cette hypothèse-là pour dire que les choses n'ont pas dû trop bouger quand même dedans. Et qui est daté de moins 900, plus ou moins 100, enfin tout ça. Alors, c'est une structure, je vous ai mis la structure de profil, c'est un petit peu en étage. Vous voyez, sur la périphérie, là, il y a une quinzaine de pierres levées comme ça, qui sont plutôt à la verticale. Après, vous avez une petite montée de talus, là, en fait, et qui est marquée par un cercle continu de pierres, là. Et puis, à l'intérieur, alors ça, c'est la structure complète, mais en fait, ici, il y avait un plat, ça, c'est à l'intérieur, il y a une sorte d'étage, vraiment aplani, où on a un arc de pierre ici, et puis un arc ici. Vous voyez, deux pierres ici qui forment un arc. Et puis, on a remblayé tout ça pour faire le monticule ici. Alors, au centre, on a des cendres avec une urne qui est là et puis des morceaux de bois qui montent jusqu'au faîte du tumulus. Donc, tout ça, vous voyez, ce n'est pas très haut, ça fait 60 cm à peu près. Et ces pierres-là sont intéressantes. Alors, donc je vous le refais, voilà, on peut s'imaginer que sur le niveau de base, il y a des pierres levées comme ça, qui sont d'ailleurs, vous voyez, il y a un système de calage. On peut penser que ces pierres-là ont été mises donc à la verticale pour ne pas bouger, vraiment. Elles devaient rester dans une position bien exacte, quoi. Et puis, le plateau, donc là c'est plat, hein, et puis il y a un arc ici, un arc là. Il y a une petite pente ici, le cercle de pierre continue, puis après, au-dessus de ça, la masse, le reste, avec des pierres qui affleurent, comme ça, dont la pierre pointue, là. Alors que celle-là, en fait, elle n'affleure pas, elle est sur le méplat aussi. Alors, donc, vous vous souvenez qu'on s'était intéressé à cette direction-là. Et puis, on s'est dit, tiens, bon, on va quand même regarder s'il n'y a pas plus que ça. Et puis, on a remarqué un truc. On a remarqué, en regardant attentivement, que, vous voyez, cet arc-là et cet arc-là, ils n'ont pas été faits n'importe comment. C'est que si on prend une direction qui part du centre, alors on est parti du principe que le centre mathématique, c'était l'urne, là, qui était vraiment sur le tas de cendres. Eh bien, en fait, le bord de l'arc ici, il amène sur une direction sur le bord d'une des pierres levées qui est ici. De l'autre côté, l'autre bout de l'arc amène aussi sur une pierre levée qui est ici. On se dit intéressant. Oula. Donc il y a un arc ici, délimité par deux directions. Et puis pareil, ce petit arc-là, on a une pierre levée de ce côté-là. Et ce petit arc-là, on a une pierre levée. Donc ces deux arcs sont délimités par des pierres extérieures. Bon, intéressant. Du coup, on s'est dit, est-ce que par là, il n'y aurait pas des étoiles? Bon. On a regardé. Et puis, au début, on n'a rien trouvé. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on regarde aussi. En fait, on ne comprenait pas non plus. Il y avait des tas de choses qui nous perturbaient. Pourquoi est-ce que là, on prend la pierre à droite? Pourquoi est-ce que là, on la prend à gauche? Voilà, il y avait plein de questions bizarres. Tout ça, on l'avait fait
à la main, au crayon, sur des plans pleins de taches de café. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fiabilise un petit peu tout ça. Et on a préparé les données, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé, jusqu'à ce qu'on se dise, mais attendez, là, sur le côté gauche, là, où il y a cette direction-là, il y a une colline, en fait. Donc, c'est comme à Bibracte, si on ne tient pas compte de la colline, on se trompe complètement. Donc, il a fallu faire un relevé de l'horizon. Donc, on a fait des relevés, vous voyez, c'est un panorama photo. Donc, on est aujourd'hui au milieu des vignes. L'inconvénient, c'est que ce site n'existe plus et qu'on a travaillé que sur des plans. Il y a une colline ici, donc il faut la modéliser parce que l'idée, c'est de mettre tout ça dans nos logiciels, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, de se remettre dans le ciel de moins 900 et de regarder sur le vrai horizon, en modélisant l'horizon, où sont les levées et les couchers. Donc, on a numérisé les plans, donc on a travaillé sur du numérique, vous voyez, et puis pour avoir des relevés d'orientation plus précis qu'à la règle et au crayon, quoi. Et voilà le plan de départ qu'on avait, avec des scotch. Et on a donc redessiné l'ensemble du plan sur Illustrator à partir d'un scan, et puis on a pris les orientations sur... Et puis le bonheur, c'est que Daniel et Roger, ils avaient fait un travail incroyable. Et que ça, c'était pas publié, mais on avait toutes les mesures de terrain, vous voyez, je trouve ce document émouvant. C'est marqué à la main sur des feuilles à petits carreaux. Et on avait tous les relevés au centimètre. Vous voyez, les pierres, les bouts des pierres sont numérotés. Et on avait la mesure de chaque point, en fait. Avec une triangulation, on avait la forme des pierres, surtout des pierres extérieures, etc. Donc on avait de quoi faire du boulot. Et donc, alors on avait le problème de l'horizon. On a essayé avec des photos, ça ne marchait pas. Parce que quand vous prenez une photo en panorama comme ça, vous n'avez pas la même projection avec votre objectif d'appareil photo que sur votre logiciel. Donc on n'arrivait jamais à faire coller les deux. On ne connaît pas la déformation de l'appareil photo exactement, donc ce n'était pas possible. Jusqu'à ce qu'on remarque que dans notre Asos, il y avait quelqu'un dont le métier était topographe. Et qu'il avait dans son coffre en permanence du matériel à 35 000 euros. Et il nous a fait un relevé d'horizon avec 1400 points de relevé sur les 360 degrés d'horizon en 2 après-midi, comme ça, tranquille, alors qu'on se cassait la tête dessus depuis 2 ans. Donc on avait de quoi rentrer l'horizon dans notre logiciel. Ok, super. Et puis, du coup, une fois qu'on avait ça, eh bien, on a pu regarder s'il y avait quelque chose dans ces orientations. Et là, il faut que je vous fasse connaître le frisson, le grand frisson qu'on a eu un soir de réunion à notre association. Je remets mon petit logiciel. Alors, en vrai, l'orientation, vous voyez, vers l'ouest, elle se faisait sur... En fait, c'était ce qui est assez intéressant, ça demandera sûrement une discussion au bout d'un moment, c'est que c'était sur le point le plus élevé de l'horizon. Vous voyez, c'était ces petites montées-là. En fait, la pierre de l'ouest pointait là-dessus. Eh bien, si vous voulez bien, on va regarder ce qui se passe. C'est exactement ce qu'on a fait. Hein. On s'est dit, tiens, on vient de rentrer tout ça dans le logiciel et on va faire défiler le ciel. Alors, je vais enlever, voilà, j'enlève ça pour qu'on ait la nuit. Et vous voyez, au fait, au tableau, où... à peine, on peut réteindre, Vincent? Parce que là, c'est le frisson, là, tu comprends? C'est le moment du grand frisson. Ah, voilà. Vous sentez le frisson qui arrive, là? Alors. Non, pas encore. Je vous dirai quand ce sera le frisson. Alors, on fait défiler. Je vous rappelle que c'est ici qu'il faut regarder. On fait défiler, pour l'instant, il n'y a rien. Bon, bah là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Tiens, il y a un dauphin qui passe. Oh, non, c'est pas le dauphin.
hop. Attendez. Ah bah non, je retourne dans ce sens-là. Hop. Là, il n'y a rien toujours. Donc c'est ici, hein. C'est là. C'est là qu'il faut regarder. Et puis, il ne faut pas que je rate. Hein. Alors, le frisson, vous ne le voyez toujours pas? Non, les étoiles passent à côté. Là, on n'a pas grand-chose. Oh, on a une petite étoile, mais même pas en vrai. Et... Ah, tiens, il y a un truc. Ah, vous avez vu ce machin-là? Qu'est-ce que c'est donc? C'est les Pléiades. Donc, on avait les Pléiades qui se couchaient exactement hein, sur le lieu de notre orientation ouest. Vous vous souvenez, le bord du Grand Arc, le bord ouest du Grand Arc. Ok, on s'est dit déjà très très bien. Et les Pléiades, c'est quelque chose qui est très documenté. On sait que les Grecs s'en servaient pour faire des travaux, justement, quand on avait le lever iliaque de telle étoile, on faisait tels travaux dans les champs. Donc, c'est plutôt du bonheur. Et puis, ben, on s'est dit, tiens, on va regarder de l'autre côté ce qui se passe. Et de l'autre côté, en fait, c'est le point qui est le plus bas sur l'horizon. C'est ça qui est étrange aussi. Donc, c'est à peu près quelque part par là, vous voyez. Et alors, on va avancer. Hop, on va attendre. Hop, j'avance un peu plus quand même. Alors, voilà, bah pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est par là qu'on regarde. Hein. Il n'y a pas grand-chose, des petites étoiles éventuellement. Ah oui, tiens, oh, il y a Pégase, mais bof. Et puis, tiens, on a Persée qui arrive là, ok. Le Bélier, non, c'est pas de ça. Et puis, ah, vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce truc-là? Eh bien, de l'autre côté de l'arc, on avait le lever des Pléiades. Hop. Alors là, grosse stupeur. Je vous assure, on avait des frissons. Et donc, c'était super intéressant. On avait donc, voilà, hop, je me remets, hop, ici. On avait les Pléiades. Alors, vous voyez, je vais vous expliquer après comment on a fait, mais en fait, il fallait que l'étoile soit entre ces deux lignes. Vous voyez que les Pléiades, elles sont en plein entre ces deux lignes. Donc, on s'est dit, ça colle quand même très, 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 très bien. Alors, voilà, le frisson. Et puis, on va montrer ça aux archéologues, et poum! Oh, mais c'est n'importe quoi, votre truc. Ça a été fouillé par Daniel et Roger, avec des instruments des années 70, donc vous n'êtes pas sûr de la précision, vous pouvez rien en déduire. Bon, bah deuxième, vous voyez, c'est des casseurs de rêves en fait. Mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas là pour rêver, on est là pour montrer des choses. Alors on s'est dit, vous savez qu'on est toujours un peu têtu. Ils nous avaient jetés par la porte, ils nous ont rejetés par la fenêtre, on est passé par la cave. Il y avait du vin d'ailleurs. Alors, voilà comment on a procédé. On s'est dit, effectivement, il faut qu'on calcule, ça tombe bien, on avait parlé d'un critère du jeu de quilles avec une notion d'incertitude. Il faut qu'on calcule toutes les incertitudes. Ils nous disent que nos mesures ne sont pas précises. Eh bien, on va se mettre à calculer quelle est l'erreur qu'on fait à chaque étape. Donc, gros boulot quand même. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, quand vous avez une mesure, on tombe par le calcul sur cette orientation-là, mettons. On sait qu'on fait une erreur en azimut. L'azimut, c'est le long de l'horizon. On sait qu'on fait une erreur en hauteur. Du coup, on a une sorte de rectangle d'incertitude. Et on traduit ça en déclinaison. Vous voyez, si on est vers un coucher, ben les étoiles arrivent par là. Eh bien, on va avoir ce point-là, l'incertitude maximum ici et ici. Donc, on va avoir une plage d'incertitude en déclinaison. Et ben, on va procéder comme ça. On va regarder quelles étoiles sont dans cette barre d'incertitude. Et après, on va appliquer le critère du jeu de quilles. Évidemment, plus notre incertitude est large,
plus ce sera compliqué d'avoir un critère intéressant. Alors, les sources d'incertitude, en azimut, on avait l'incertitude due à la boussole, de la prise du nord, en fait. On avait le nord magnétique, c'est pas, dans les années 76, c'est pas ce que vous me pointez avec la boussole, c'est pas le nord géographique, c'est le nord magnétique, donc il y a une dérive par rapport au nord géographique, donc il faut remettre ça. On a regardé la correction nord, et puis comme on a pris en fait 6 mois avant, 6 mois après comme incertitude pour avoir notre calcul d'incertitude. Les fouilles ont été faites entre l'été 76 et Pâques 77. Donc voilà, on a fait ça, on a pris la médiane en novembre, on a pris la valeur qu'on avait dans ce site-là, et puis on a fait plus ou 5 mois pour l'incertitude. En azimut toujours, on avait le centre, l'incertitude sur le centre du tumulus, parce qu'en fait, les coordonnées Lambert nous donnaient un centre ici, alors qu'en fait, on voit sur les relevés MAPS et tout ça, on a la trace en fait du tumulus. On voit qu'il est plutôt là, donc on a fait des calculs abracadabrantesques. Oh, j'ai réussi à le dire, on l'avait hier soir et j'ai réussi à le dire aujourd'hui. Voilà. La position du centre a été réévaluée, donc on a travaillé avec des mesures à la fois du GPS, du tachéomètre, et puis les mesures sur Google Earth avec les images qu'on avait. Donc on a pris plusieurs personnes qui ont fait des mesures, on a fait une moyenne et on en a tiré quelque chose. En azimut toujours, on avait une incertitude sur le report des points, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a sur les données par triangulation, est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a sur le plan? Puisque nous, on avait travaillé les orientations sur le plan. Donc voilà, on a fait une comparaison, on a échantillonné sur une vingtaine de points pour voir si ça collait ou pas. On en a déduit une nouvelle incertitude. La prise des orientations, donc le passage avec toute notre numérisation, tout ce qu'on a fait comme trafic entre le plan et la version numérique, ça nous a engendré une incertitude aussi. En hauteur, on a pris carrément... Alors le tachéomètre, lui, il ne fait pas d'erreur, puisqu'en fait, on est allé... le profil de l'horizon, il a été pris avec un instrument professionnel qui ne fait pas tellement d'erreurs, donc ça c'est assez négligeable. Par contre, la hauteur des arbres, est-ce qu'à l'époque il y avait des arbres? On n'en sait rien, donc dans le doute, on fait avec et sans. Voilà, et ça nous engendre une incertitude. Voilà, donc voilà, tout ça c'est pas mal. Dans chaque direction, alors effectivement... donc on ne connaît pas la végétation d'époque, la hauteur des arbres constitue une incertitude. Dans chaque direction, nous avons calculé l'angle induit par la hauteur des arbres en fonction de la distance, parce que c'est pareil, si vous avez un peuplier à 40 mètres ou un cerisier à 110 mètres, c'est pas pareil. Donc en fonction de la distance aussi, il a fallu qu'on joue, on n'avait pas la même incertitude du coup dans chaque direction. Donc voilà, on a travaillé comme ça. Et puis du coup, ça je l'ai dit, le rectangle d'incertitude, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Et puis, on a regardé ce que ça donnait. Donc, alors on ne voit pas bien les lignes, mais ici vous avez une ligne d'incertitude ici, et là on a les Pléiades. Pas mal quand même. Là, on a 3 étoiles, donc on ne les voit pas bien, mais on a une ligne là, on a des étoiles de la ceinture d'Orion qui sont là. On a Arcturus qui est ici, alors moi je le vois mieux, ça c'est ici et là, on a Arcturus qui est dedans. On a ici et là, et ça c'est Antares qui est dedans, ici. Donc voilà, on a fait... pour 3 minutes, tu te fous de moi là. Donc on applique notre... je suis à la fin, remarque. On applique ensuite notre critère du jeu de quilles pour voir si chacune des étoiles qu'on a trouvées est significative. Mais il y a une astuce. C'est quand vous êtes sur une étoile individuelle, vous pouvez faire le critère du jeu de quilles tel qu'on l'a fait jusque-là. Mais quand vous avez un arc, quelle est la probabilité que si vous avez une étoile ici,
vous ayez ici la même étoile. Et ben, du coup, notre critère du jeu de quilles, il ne se calcule plus pareil. Ce n'est pas le nombre de créneaux occupés sur le nombre de créneaux total, c'est 1, puisque c'est une déclinaison. On essaie d'avoir une déclinaison parmi toutes celles-là. C'est 1 sur le nombre de créneaux total. Et du coup, là, notre critère du jeu de quilles, il est beaucoup plus miraculeux. Et ben, du coup, on met tout ça dans un tableau. Alors, on a fait vraiment la totale. On a fait toutes les pierres, à droite, à gauche, d'un côté et de l'autre, parce qu'il y a un truc que je ne vous ai pas dit, mais c'est que on avait trouvé les Pléiades sur l'arc en partant du centre, mais sur l'autre arc, en fait, ça marche, mais si on part de l'extérieur. Donc, on a tout fait. En partant de l'extérieur, de l'intérieur, côté droit, côté gauche, sur toutes les pierres, on en a dégagé un gros tableau. Et de là, qu'est-ce qu'il en ressort? Suspense. Et c'est là qu'on est obligé de s'en aller. Au revoir. Ah non, c'est pas là. C'est l'heure d'aller prendre l'apéro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a mis là les orientations les plus significatives. Donc, les Pléiades, ici. Ici, en partant de l'extérieur, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a cet arc sud là, il pointe effectivement sur une même étoile. Entre là et là, on a la même déclinaison, donc la même étoile. On a aussi 3 des 4 étoiles. Alors cette étoile, c'est CAF, en fait, qui est une étoile de la constellation de Cassiopée. On a 3 des 4 étoiles les plus brillantes du ciel. On a Vega, on a Arcturus, on a Rigel. Alors on en a même 2 ici. On a Rigel et on a même Antares en même temps. Étonnant. On a le lever des Pléiades. On a aussi notre petit lever du Soleil au solstice d'hiver, mais pas sur la pierre pointue, sur une pierre extérieure, ce qui est cohérent en fait, ici. Alors ça, c'est les plus significatifs. Donc, si on applique notre critère du jeu de quilles, on se dit on est à peu près sûr de nous à 97% sur notre critère du jeu de quilles fait par un arc. Vous voyez que ce taux-là est bon parce que justement on a la chance d'avoir un arc. Si on était sur une étoile individuelle, il ne serait pas aussi bon. Mais effectivement, vous imaginez quelle est la probabilité, le coup de bol qu'on aurait de faire 2 orientations réunies par un arc et que ce soit la même étoile si on ne l'avait pas voulu. C'est quand même bizarre, hein. Donc là, on est à peu près sûr de nous à 97%. Et puis le lever héliaque des Pléiades est très bien documenté par Hésiode, presque à la même époque en fait, un siècle plus tard. CAF, alors ce qui est rigolo avec CAF, 98% CAF. Donc c'est un arc aussi. Pourquoi CAF, c'est assez rigolo? Parce que vous voyez, elle longe l'horizon nord. L'horizon nord, il est vraiment bizarre. On a l'impression que les étoiles suivent la pente de la colline. Donc en fait, CAF, c'est peut-être la première à avoir vraiment un lever et un coucher. Parce qu'à l'époque, Cassiopée n'est pas circumpolaire comme aujourd'hui. Elle se lève et elle se couche. Et CAF a un lever et un coucher. C'est peut-être celle qui a le lever et le coucher le plus court, en fait. Peut-être que ça les a intrigués. On a donc l'horizon nord, vous voyez qu'il est bizarre. On a une asymétrie du site. Alors, il faudrait que j'ai une image du site. Oui, voilà. Le site, vous voyez, on pourrait s'attendre, quand on a un arc comme ça, que ce soit symétrique, quelque part. Ben là, on voit que ce n'est pas symétrique. Vous voyez que ça penche de ce côté-là. Pourquoi ça penche? Parce qu'il y a une colline de ce côté-là. Et en fait, cette asymétrie est complètement expliquée par l'hypothèse astronomique. C'est ça qui est dingue. Et pareil, là aussi, on a une asymétrie qui est complètement expliquée par le fait qu'il y ait une colline de ce côté-là. Et ça, c'est quand même miraculeux. Pour un archéologue qui essaie de comprendre comment a été fait un site, bah, c'est quand même convaincant. 3 des 4 étoiles les plus brillantes du ciel. Vega, 95%, parce qu'elle est très brillante, on n'en a pas beaucoup des comme ça. Donc évidemment, les taux vont être très bons là. 98 pour Arcturus, 88 sur Rigel. On a un 3e couple sur Bellatrix, on a un lever et un coucher de Bellatrix, mais il n'y a pas d'arc avec, donc on ne peut pas appliquer notre critère du jeu de quilles renforcé. Du coup, là, on est moins bien. Alors on se demande s'il n'y avait pas une question de place. Vous voyez, on a un arc vers le nord. Ils n'ont pas fait un 2e arc vers le nord, ils l'ont fait vers le sud en inversant. Peut-être qu'il y avait une question de place. Ils se sont dit on ne va pas surcharger cet horizon-là. Le jeu de fléchettes, alors là, on est
pas très bon parce que ça reste 41 jours à travers l'orientation, à travers la pierre percée. On n'est pas très bon parce qu'on a beaucoup d'incertitudes et que ça fait une ouverture large. En fait, l'ouverture elle-même, elle n'est pas si grande que ça, mais si on calcule les incertitudes, ça fait une ouverture très large. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez grand par rapport à... Ah, ça fait un œuf sur le plat. C'est par rapport au soleil. Et puis, l'excentrage, pareil, c'est pas très, très bon. Donc là, on va avoir un faible taux. Mais s'il y a... On peut se dire... Voilà, après, vous voyez, on va sans doute faire quelque chose de très malhonnête, c'est-à-dire inverser le propos et se dire, bah, si on est sûr qu'il y a une dimension astronomique, eh ben, dans cette direction-là, ça doit être le Soleil. Voilà. D'autres pistes qui sont plus incertaines, parce que là, il n'y a qu'une direction. Cheddar, qui est... Ah tiens, j'ai laissé les virgules là. Ça, c'est des étoiles de Cassiopée. Donc pareil, vers l'horizon nord, ça devait les perturber. Donc individuellement, ce n'est pas des critères merveilleux, mais si on a une hypothèse astronomique, c'est ces étoiles-là qui sont les plus probables. Donc, vous voyez, ça renforce l'idée de Cassiopée qui devait intriguer. Voilà, après, ça je vais passer là-dessus. Ce qui nous reste à faire, c'est encore caractériser la boussole, parce qu'on répond au titillement des archéologues, où ils nous ont dit, mais votre boussole, quelle était la précision et tout. Donc on est encore en train de faire des tests là-dessus, et surtout le report de la direction nord sur le plan. Vous voyez qu'on a une flèche nord qui est assez petite, donc il faut regarder l'erreur qu'on fait là-dessus. On a dans notre groupe un archéologue qui a des outils géniaux et qui est en train de refaire tout en 3D. Donc ça va être bien parce qu'après, on va oublier ce qu'on a fait jusque-là, on va refaire toutes les mesures avec un plan en 3D et on aura quelque chose d'encore mieux. Une autre chose aussi, où il y a un des archéologues du groupe qui nous embête. Il nous dit, oui, mais vos orientations, là, c'est vous qui les avez construites. Qui vous dit que c'est eux qui les ont vraiment construites? Et d'ailleurs, qui vous dit que là, c'est vraiment le centre? Donc, on va faire une sorte de régression mathématique pour trouver quelle différence, alors ça va nous créer une incertitude en plus, quelle différence de centre on a entre les trois cercles, finalement. Voilà, il nous reste encore ça à faire. Et puis après, on aura à vérifier que les étoiles, parce qu'on est en moins 900, plus ou moins 100. Déjà, il faut recaler la date, parce que c'est du carbone 14, donc il y a des abacs, il y a des trucs comme ça. Ça va être plus compliqué que ça. Il faut regarder en moins 1000 et en moins 800, parce qu'on l'a fait sur moins 900, en fait. Donc ce que ça donne, si ça dérive, par exemple, Arcturus, vous voyez, il y a un moment, si on fait l'incertitude en déclinaison et la dérive d'Arcturus en déclinaison, il y a un moment où elle n'est plus dedans, quoi. Donc il faut que ça colle. Les interprétations, ça reste à faire aussi. Il faut qu'on regarde, on a visiblement une logique de disparition parce que, en fait, on est entre le coucher des Pléiades, l'arc ici, il symbolise le trajet entre le coucher des Pléiades et le lever des Pléiades ici. Donc c'est la disparition des Pléiades qu'on a voulu pointer. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Voir à quelle date dans l'année on a ces apparitions et ces disparitions. Est-ce qu'on peut en faire une interprétation calendaire? Parce que, vraisemblablement, ces orientations ne marchent pas en même temps. Donc, est-ce que c'était un instrument pour mesurer des choses tout au long de l'année? Par contre, il est très probable qu'il était fermé parce qu'en fait, il y avait peut-être une orientation sur le Soleil ici, et après, la pierre ici a été couchée, la pierre percée, et on a construit par-dessus. Donc, peut-être que l'inhumation s'est faite au moment du solstice d'hiver. Est-ce que ça correspond à un rituel céleste? Alors là, vous voyez, on va marcher sur les œufs parce qu'on va essayer de travailler avec des archéologues pour ça, parce que nous, on n'est pas super compétents là-dedans. Les interprétations, je vous les donne comme ça, alors prenez pas ça pour argent comptant, ça va sûrement changer au fur et à mesure de notre discussion. Il est l'heure, je sais, mais attends, on est en train de l'enterrer. On l'enterre. Est-ce que c'est un savant, genre le type qui observait les étoiles, vous voyez, moi, qu'on a enterré avec son outil de travail? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une représentation de l'au-delà à l'âge du bronze? Mais ça, je ne vais pas en parler parce que c'est la théorie de Vincent. Il veut qu'on arrête, donc je ne vais pas en parler. Mais il avait une idée intéressante.
que l'au-delà. Le vin d'ici plutôt que l'au-delà. Oh. Je ne peux pas partir sans vous parler de ce petit bonus. On a un petit bonbon là. C'est que je vous ai dit, on a la même direction sur Rigel, qui est cette étoile-là, dans Orion, et Antares du Scorpion. Vous vous souvenez de l'histoire d'Orion et du Scorpion? On nous dit, alors, Orion, c'est un chasseur, un géant, sa petite copine, c'est Artémis, et il se fait enlever par la déesse de l'aurore, mais comme c'est un géant, eh ben, Artémis, elle va l'accuser d'être bien consentant, en fait, de ne pas s'être fait kidnapper, mais d'être parti délibérément avec cette chère Aurore. Et du coup, elle lui en veut carrément. Et elle envoie un scorpion pour le tuer. Et le scorpion, comment il le tue? Eh ben, comme c'est un géant, le scorpion le pique au pied. Et là, on a au même endroit, alors est-ce que je vous le montre sur le site? Au même endroit, alors ça va être, je vais peut-être prendre un vrai plan quand même. Voilà, ici, c'est ici. On a, sur cette pierre-là, on a à la fois Antares du Scorpion et Rigel, le pied d'Orion. Et du coup, alors je ne dis pas qu'ils ont fait ça exprès pour faire correspondre au mythe, mais c'est le petit bonus qui nous dit que peut-être ce mythe a été écrit avec une logique ethno-astronomique derrière, et que peut-être que ce mythe nous dit que ces deux étoiles se lèvent au même endroit à 6 mois d'intervalle. Et que du coup, voilà. Et on a peut-être une explication astronomique à l'origine de ce mythe. C'est beau quand même. Et ça mériterait tout un article en vrai. Et puis, j'y viens. Je suis presque pas en retard. On se dit qu'à un moment, le site marchait et qu'à un moment, il ne marchait plus. Donc peut-être même que si on valide l'hypothèse astronomique, ça va nous permettre de dater plus précisément le site encore. Parce que le carbone 14 date à plus ou moins 100. Mais nous, on peut peut-être être encore plus précis que ça en calculant les déclinaisons et la dérive des déclinaisons. Alors, on a fait une maquette de ce petit truc. Si vous voulez la voir, vous venez à la Fête du Soleil le 22 juin. C'est au parc du Château de Pouilly, elle sera là. Ou à la Nuit des Étoiles, le 1er 2 août. Et on vous montrera et on vous reparlera de ça. Jean-Claude va vous parler de ça. Tu voudras mon costume, Jean-Claude? Et attendez, juste pour dire que ces choses-là, alors on n'a pas fini le boulot, on va en avoir pour au moins encore 1 an de travail à mon avis, mais que la presse en parle déjà, si elle est espace, là, ils nous ont parlé de ça, et puis que si ça vous intéresse, vous pouvez venir bosser avec nous. Parce que vous pouvez adhérer à l'association, on a des adhérents dans toute la France, et même plus, on en a même en dehors de la France. Et ce groupe investigation qui se réunit tous les lundis, il travaille là-dessus. Voilà. Je vous remercie.